Ah! Mon Dieu. Ça fait l'autofocus là? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon Dieu, je suis stressée, c'est la première fois que je fais ça. Je m'appelle Camille, je suis Camouchrai sur Instagram, si jamais il y en a qui me connaissent de là. Et c'est ma première vidéo sur YouTube et je suis un peu stressée, mais j'ai toujours voulu essayer de faire ça, donc c'est parti. Bon, pour cette première vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de mon invité très spécial, Yona, mon chien. Parce que j'ai décidé de vous parler de quelque chose sur lequel on me pose beaucoup de questions sur Instagram, et qui est le fait de vivre avec des chiens, et plus particulièrement de vivre en appartement avec 2 chiens, parce que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup d'entre vous au niveau de l'organisation, comment ça se passe, la vie quotidienne avec 2 chiens. Est-ce que je dois faire des concessions au niveau de mon temps, des concessions financières parce que j'ai des chiens? Est-ce que ça change vraiment mon rythme de vie? Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes ces questions là. J'ai ma petite liste de questions, mon café, parce que je ne vis pas sans café, et puis go, on va y aller. Bon, j'ai pas mal regroupé toutes les questions qu'on me posait le plus souvent, que ce soit les questions que me posent mes amis dans la vraie vie ou les questions que me posent les gens sur Instagram. Je vais commencer par vous présenter un peu mes chiens. Je vais vous mettre des petites photos. Je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas du tout où vont s'insérer les photos. Je vais vous mettre des photos quelque part. Et ben, mon premier chien, c'est Yona, que vous voyez peut-être ici. On la voit pas très bien, mais... c'est une femelle beagle de 5 ans que j'ai adoptée en France il y a quelque chose comme 5 ans et demi. Et mon deuxième chien, c'est un samoyède du nom de Oumi qui va avoir 1 an le mois prochain. Donc lui, je vis au Québec pour ceux qui ne savent pas, et lui je l'ai adopté ici au Québec. Donc la première question qu'on me pose souvent, ça va aller un peu avec la présentation. Donc la première question qu'on me pose assez souvent, c'est où, quand et pourquoi j'ai adopté mes chiens. Je veux pas partir dans un grand débat sur le mot adopter. Je sais qu'il y en a qui considèrent que l'adoption c'est uniquement quand on prend un chien dans un chenil. Moi aux yeux de ces gens-là, on va dire que j'ai acheté mes chiens, mais j'utilise le mot adoption parce que pour moi il est moins vide de sens que le mot acheter. Comme adoption, c'est vraiment accueillir un nouveau membre dans sa famille, et c'est vraiment comme ça que moi j'ai vu la chose. Mais je veux pas faire de publicité mensongère entre guillemets. Oui, j'ai acheté mes chiens dans des élevages, je n'ai pas adopté mes chiens à la SPA, puis je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais oublié de vous expliquer pourquoi, mais en fait c'est tout simple. Je pense que pour Yona, j'étais juste trop jeune et pas assez sensibilisée à la cause de l'adoption, donc j'ai été en élevage parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple et de plus rassurant pour moi à l'époque. Et j'avais pour projet d'adopter mon deuxième chien en association, mais après 1 an, voire 1 an et demi, à faire des demandes et à jamais être retenue, j'ai juste craqué, puis j'ai été me mettre sur liste d'attente pour un élevage parce que j'en avais marre d'attendre, on va pas se mentir. Donc j'ai adopté Yona avec mon ex-conjoint, c'était en fin août, début septembre 2015 en France. On emménageait ensemble après 1 an de relation, et au départ moi je voulais un chat, mon copain voulait un chien. Et j'ai craqué pour un chien, même si ça me faisait un petit peu peur. Les conséquences que pouvait avoir le fait d'élever un chien en étant en appartement, en étant étudiante et un emploi du temps qui changeait encore régulièrement. Mais je me suis dit qu'on était 2 et qu'avec des horaires qui n'étaient pas toujours les mêmes, et donc en s'y mettant à 2, il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. On était tous les 2 motivés. On a choisi un beagle parce qu'on savait qu'on allait potentiellement partir à l'étranger, parce que mes études avaient encore 6 mois à faire à l'étranger. Et donc on voulait un chien qui soit pas trop gros pour pouvoir l'emmener en avion sans que ce soit trop compliqué. Puis notre but, vu que on faisait nos études dans le nord de la France et nos familles étaient plus vers le sud, c'était quand même de pouvoir emmener notre chien partout, voyager facilement avec lui, avec elle en l'occurrence. Et donc on a choisi un beagle.
parce que dans les petits chiens, c'était une des rares races qu'on trouvait mignonne et que moi j'avais déjà eu des chiens de chasse avec mes parents et c'est vraiment une race, enfin c'est vraiment un type de chien plutôt que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un chien qui au niveau de l'éducation, il va vous pardonner toutes vos erreurs. C'est vraiment des crèmes, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un beagle. Ensuite on a trouvé un élevage à côté de chez mes parents, on a pu avoir Yona assez rapidement, on a été la choisir pendant l'été et on a été la chercher définitivement 3 semaines, 4 semaines plus tard à peu près. Et donc voilà comment s'est passée l'adoption de Yona. Ensuite si c'était à refaire, j'irais pas forcément... Enfin si, j'irais dans le même élevage parce que je voudrais exactement le même chien. Mais plus j'y repense, plus je me dis que c'était pas forcément l'élevage le plus éthique du monde parce que les chiens étaient élevés dans des box en pierre, ils y passaient la grande majorité de leur temps et ils étaient pas forcément super bien sociabilisés. Mais à l'époque, je m'y connaissais très peu en chien et dans l'éducation canine et le comportement canin en général. Et j'étais assez peu renseignée, donc j'avais pas conscience que j'encourageais pas forcément le meilleur élevage en allant adopter Yona dans un élevage comme ça. Je vais pas dire le nom, ça servira à rien. Mais bref, ouais, si je devais rechoisir un élevage maintenant, et quand j'ai dû rechoisir l'élevage de mon deuxième chien, bah, c'est pas du tout sur les mêmes critères que je vais me baser. Ensuite, concernant l'adoption de Oumi, c'était une décision d'adopter que j'avais prise au départ toujours avec mon ex-copain. Mais entre temps on s'est séparés et j'avais déjà rempli les papiers pour être sur liste d'attente pour l'élevage. Il faut savoir que au départ je rêvais d'un husky. Et j'ai lu beaucoup sur le caractère des chiens de traîneau et je me suis rendu compte que le husky c'était pas forcément le chien le plus adapté pour mon mode de vie. Et donc j'ai découvert un peu la race du samoyède que je connaissais juste de tête mais que je connaissais pas très bien. Puis je me suis rendu compte que c'était pas mal un bon fit pour moi. Mais par contre, s'il y a peu d'élevage éthique, donc par élevage éthique j'entends où les chiens sont bien sociabilisés, élevés en famille, et où il n'y a pas trop de portée par an, où les femelles ne sont pas surexploitées. Oui, bonjour. Tu peux te manifester ? Et donc ouais, je me suis inscrite sur liste d'attente. Et entre-temps, je me suis séparée de mon ex-conjoint, mais j'ai pris la décision de continuer le processus d'adoption quand même, parce que je sentais que Yona serait heureuse avec un copain chien avec elle et que j'avais vraiment envie de revivre l'expérience d'avoir un chien une deuxième fois. Ensuite, concernant le caractère des races, on me demande beaucoup pourquoi j'ai choisi un beagle et pourquoi j'ai choisi un samoyède, donc c'est la deuxième question. Je vous ai déjà un peu répondu pour le beagle parce que on voulait un petit chien qui a quand même une tête comme de... On n'aimait pas tout ce qui est... j'aime toujours pas trop tout ce qui est Yorkshire, Chihuahua, les races vraiment de chiens miniatures. Ensuite, j'ai rien contre ces chiens-là, c'est vraiment juste une histoire de goût personnel. Et voilà, c'est le caractère du beagle, vu que c'était un chien de chasse, me plaisait beaucoup, puis ça se rapprochait du peu que je connaissais en fait des chiens que j'avais déjà eu, donc ça avait un côté rassurant aussi. Et c'est des chiens qui sont très gourmands, donc plus un chien est gourmand, plus ça va être facile de l'éduquer à la friandise en fait. Et c'est vrai que Yona, avec une récompense qui se mange dans la main, c'est assez facile de la faire obéir. Et donc voilà, ça c'était pour le beagle. Ensuite pour le samoyède, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais un chien de traîneau. Au départ je voulais un husky, mais j'ai lu sur le caractère du husky et je me suis rendu compte que c'était pas forcément le chien le plus adapté à mon mode de vie. Mais j'étais au Canada, à l'époque je courais beaucoup, je voulais un chien qui soit capable de venir courir avec moi et qui soit actif, parce que malgré le fait que Yona soit un petit chien, elle est très très active, elle est capable de courir des heures dehors. Bon, là au moment où je vous parle, elle est en train de se rouler sur le tapis au soleil comme un chat, donc c'est pas vraiment la meilleure illustration. Je vais vous filmer ça. Yona! Non, je n'existe plus. Hein. Donc voilà, un beagle très actif comme vous pouvez le voir. Arrête de me regarder comme ça. Et
mais sans que ce soit un chien dont je puisse pas répondre aux besoins. Et donc pas un chien non plus qui a besoin de travailler vraiment beaucoup, comme je pense notamment, j'adore les border collie, mais je me sens pas capable d'élever un border collie et de répondre à tous ses besoins à l'heure qu'il est. Et donc voilà, je me suis renseignée un peu, puis j'ai découvert le Samoyed et j'ai vu que c'était un super chien de famille, qu'il était certes un peu têtu, mais que c'était un chien qui était adorable, que c'était un chien qui adorait les enfants, vu que je veux des enfants plus tard, ça c'était aussi un critère important. Alors la question numéro 3, c'était comment c'est d'avoir un chien en étant étudiante? Comment... Décidément, elle veut pas tourner cette vidéo avec moi. Comment ça se passe la vie étudiante avec un chien? Est-ce que c'est pas trop de contraintes de temps? Est-ce que c'est pas trop de contraintes financières? Alors, moi je vais être honnête avec vous, c'est quand même pas tant facile. C'est une grosse décision à prendre parce que le planning d'étudiant, surtout là moi c'était sur la fin de mes études supérieures, était chargé. Il y avait beaucoup de boulot, beaucoup de travaux de groupe, des gros examens dont mon diplôme dépendait. Donc c'était déjà assez stressant. Et rajouter à ça un jeune chien dont il faut faire l'éducation et qui n'était pas forcément facile en plus, heureusement qu'on était deux. Je pense que toute seule ça aurait pas été la même chose. Mais ensuite quand on est vraiment motivé, c'est quelque chose qui se fait quand même relativement bien. Moi je pouvais rentrer le midi souvent, j'avais assez de temps sur mon heure de repas pour rentrer chez moi, pour sortir Yona, pour passer un peu de temps avec elle avant de retourner en cours. Nos plannings avec mon ex-copain faisaient qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait rentrer le midi, qu'il y en avait tout le temps un qui pouvait rentrer pas trop tard le soir, parce que moi des fois ça m'arrivait de finir les cours à 20h, mais ces jours-là j'avais mon ex-copain qui pouvait finir à comme 16-17h et venir s'occuper, enfin être à la maison et s'occuper du chien. Et encore une fois, toute seule ça aurait été vraiment compliqué à gérer. Mais ça se fait. C'est sûr que quand on a les soirées étudiantes le soir, des fois t'arrives un peu plus tard, tu peux pas aller boire une bière en terrasse avec tes potes direct après les cours parce qu'il faut que tu rentres t'occuper de ton chien. Mais encore une fois, si t'es bien organisé et si t'es vraiment motivé et si t'as vraiment envie d'avoir un chien, c'est des choses qui se font. Et au niveau des sous, moi je bossais l'été, j'avais des sous de côté et mes parents m'aidaient un peu quand j'étais étudiante et j'ai fait des concessions, il y a des sorties que j'ai pas faites, il y a des voyages que j'ai pas faits parce que j'utilisais ces sous pour m'occuper de mon chien, pour subvenir à ses besoins, pour lui payer le veto, pour lui payer la bouffe. Puis en plus elle a eu beaucoup de frais veto quand elle était petite, donc ça m'a coûté assez cher, mais ça se fait. C'est quelque chose de possible quand on est vraiment motivé. Ça m'a pas empêché trop de sortir non plus. Quand je faisais des soirées chez des amis, je leur demandais si je pouvais amener le chien. À partir du moment où elle a été propre et qu'elle risquait pas de pisser sur leur canapé ou sur leur parquet, ça s'est toujours très bien passé. Donc non, franchement je dirais que c'est une décision à prendre vraiment pas à la légère. Ça se réfléchit vraiment beaucoup. C'est plus pratique d'être en coloc ou d'être en couple ou d'être plusieurs pour s'occuper du chien, mais il faut toujours penser à qu'est-ce qui se passe si à un moment on se retrouve tout seul. Chose que, comme je vous disais, moi j'ai pas assez fait pour Yona et heureusement que c'est pas arrivé dans la première année de sa vie, mais non, c'est mieux d'être plusieurs. Il faut toujours être prêt à assumer le jour où on se retrouve tout seul si jamais ça arrive. Ensuite, la quatrième question, c'est, on m'a beaucoup demandé, est-ce que ça se fait bien d'avoir un chien ou plusieurs chiens en appartement? Alors, là la réponse est clairement oui, mais il y a un petit mais quand même. Il faut être conscient que le chien a des besoins et qu'il va falloir aller lui faire dépenser son énergie à l'extérieur, mais qu'il faut aussi qu'il ait moyen de dépenser son énergie à l'intérieur.
Ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, c'est de respecter les besoins de votre chien en termes de dépenses énergétiques en fait. Les chiens qui vivent en appartement avec leurs besoins de dépenses respectés sont beaucoup plus heureux que les chiens qui vivent dans une maison avec un grand jardin, dont les propriétaires se contentent de les lâcher dans le jardin pour qu'ils dépensent leur énergie. Sauf que le chien, il va juste connaître le jardin par cœur, au bout d'un moment, ce sera juste comme une pièce supplémentaire de la maison pour lui. Et être lâché dans le jardin, ça va rien lui apporter. Donc si vous vivez en appart et que vous vous occupez bien de votre chien, il n'y a aucun problème vraiment. On peut pas juste miser sur les promenades et il faut que le chien soit occupé aussi bien dedans que dehors. Donc puis une autre variable aussi, c'est que faut pas que l'appartement soit minuscule. Non, sinon dans des appartements, des grands une chambre ou des 2 chambres, ça se passe très bien. Comme je disais, faut bien aller faire dépenser l'énergie de son chien dehors, donc il faut pas négliger les balades. Il faut pas négliger non plus les activités intellectuelles entre guillemets et les activités de jeu puis de recherche à la maison. Un chien, il dépense également beaucoup d'énergie quand il renifle, quand il suit des pistes, quand il cherche. Donc le fait d'avoir des conques, des petits jouets dans lesquels on peut cacher de la nourriture, le fait de jouer à cacher des croquettes dans la maison, le fait de jouer avec son chien à l'intérieur, c'est très important pour qu'il dépense son énergie assez pour que le mode de vie corresponde aux besoins qu'il a. Et à partir du moment où on est conscient de ça, qu'on fait bien ça, c'est tout à fait possible d'avoir un chien en appartement. Et ensuite, deuxième truc que j'aurais à rajouter, c'est prenez pas n'importe quel chien si vous savez que vous allez être en appart pendant encore quelques mois ou quelques années de votre vie. Enfin plus quelques années, quelques mois à la limite ça peut se faire quand le chien est petit, mais c'est sûr que un husky ou un border collie ou un chien qui a énormément de besoin de se dépenser ou énormément besoin de courir dans un petit appartement, si vous n'êtes pas hyper sportif à côté puis hyper disponible pour le chien, ça peut vite tourner au drame et vous pouvez vite vous retrouver avec un chien qui est super destructeur, super anxieux à l'intérieur et qui va vous mener la vie dure et ce sera horrible autant pour lui que pour vous parce que vous serez coincé, vous n'arriverez pas à subvenir à ses besoins, vous aurez envie de faire au mieux mais vous n'y arriverez pas et le chien sera malheureux quoi. Donc renseignez-vous bien sur les caractères et sur les besoins des différentes races parce que l'avantage avec les chiens c'est qu'il y a pas mal des races pas pour tout le monde mais il y a quand même une grande variété de caractères quand on regarde les différentes races, donc vous arrêtez pas juste à l'esthétique en vous disant ah je veux un husky c'est trop beau mais j'habite dans un petit appart avec une toute petite chambre et je suis pas sportif quoi, parce que c'est sûr que dans ces cas-là ça va pas très bien se passer. La question d'après c'est combien ça coûte. Alors là ça va complètement dépendre de votre chien et du moment de la vie du chien aussi, mais je vais vous répondre pour Yona puis pour Omi. Pendant les 6 premiers mois de vie du chien, ça coûte plus cher parce que il faut de la nourriture adaptée à sa croissance. Ensuite, ça dépend si vous nourrissez aux croquettes, aux crues ou ça, on y reviendra plus tard. Mais ça coûte plus cher parce que il y a la nourriture mais il y a aussi tous les vaccins à faire, tous les check-up médicaux, donc il faut prévoir je peux pas vraiment vous donner de fourchette de prix parce que ça va dépendre en France, au Québec, ailleurs au Canada, mais il faut prévoir tous les vaccins et ouais voilà, ça coûte un peu plus cher pendant les 6 premiers mois de vie. Ensuite à partir de 6 mois il faut prendre en compte la stérilisation. Et donc oui il y a la stérilisation à prendre en compte, ça c'est je peux pas vous dire de bêtises mais entre 100 et 300 euros. C'est une très grosse fourchette, ce n'est pas précis du tout mais je me souviens plus pour Yona et puis pour Oumi je l'ai pas encore faite donc je peux pas vous dire. Et après ça, ensuite au niveau des frais, une fois qu'ils ont fini à peu près leur croissance, ça coûte pas trop cher. Il y a des rappels de vaccins qui sont à faire tous les ans ou tous les 2 ans selon les vaccins que c'est. Donc ça à chaque fois c'est comme une fois par an, vous allez chez le vétérinaire, vous faites vos vaccins, c'est votre seule visite vétérinaire qui va vous coûter un petit peu plus cher dans l'année. Et sinon pour le reste, j'avais noté au niveau de la bouffe, pour Oumi pour le moment je lui donne encore des croquettes de croissance. Il est à 110 $ canadiens par mois en nourriture et Yona est nourrie aux galettes de viande et légumes crus et elle me coûte environ 40 $ par mois. Donc ça dépend de la taille du chien, ça dépend de ce que vous donnez à manger mais
globalement, il y a moyen que ça coûte pas trop cher pour la bouffe et que vous puissiez toujours nourrir votre chien très correctement. Par exemple, Yona, elle mange du cru. Le cru, c'est la nourriture vraiment comme la plus adaptée aux besoins du chien. Ensuite, je sais que les avis divergent sur ce sujet, mais moi, je pense faire le meilleur en donnant du cru à mon chien. Et vous voyez que 40$ par mois, c'est largement acceptable, quoi. Il faut juste de la place dans son congèle et puis ça se passe très bien. Et non, sinon, à part ça, mes chiens n'ont pas de problème de santé chronique qui nécessitent des médicaments ou des suivis vétérinaires particuliers. Donc ça, je peux pas vous en parler, mais pour un chien en bonne santé, et c'est un peu plus cher la première année de sa vie, mais ensuite c'est clairement pas un aussi gros gouffre à fric que ce qu'on peut penser. Ensuite, ce qui peut vite coûter cher, c'est si vous voyagez beaucoup, si vous partez souvent en vacances, que vous pouvez pas emmener votre chien, que vous devez le faire garder, ou si justement vous emmenez votre chien mais que vous voyagez dans le transport en commun et qu'à chaque fois il faut payer des billets pour votre chien, ou des logements, ça coûte un peu plus cher de payer pour des logements où les chiens sont autorisés. C'est sûr que quand je voyage, je paye un peu plus cher. Moi, j'aime emmener mes chiens partout avec moi. En plus, j'en ai 2, donc souvent tu payes un supplément par chien, donc moi je le paye 2 fois. Et ouais, c'est sûr que ça coûte un peu plus cher de voyager. Ensuite, j'ai de la chance d'avoir des amis qui adorent mes chiens, qui sont passionnés d'animaux aussi, donc je peux tout à fait leur faire garder mes chiens et ma maison et les 26 000 plantes qu'il y a dans ma maison par la même occasion quand je pars en vacances. Donc ça permet d'économiser. C'est sûr que si vous avez des amis, de la famille qui peuvent vous aider, ça vous coûtera tout de suite moins cher. La question d'après, c'est 2 questions en une. On m'a demandé comment je fais quand je voyage pour mes chiens. Donc ça, j'ai déjà plus ou moins répondu. Et comment j'ai fait pour emmener Yona de France au Canada quand je suis venue habiter au Canada. Je commençais par répondre à ça. Amener Yona au Canada, je l'ai mise dans une cage de transport, on l'a mise dans la soupe de l'avion et elle est arrivée au Canada. C'est la version très résumée de la chose, c'est ça. J'ai eu des papiers à faire chez le vétérinaire pour prouver qu'elle était à jour de tous ses vaccins. Quand un chien est à jour de ses vaccins, un chien de France, il a un passeport il n'y a même pas besoin de le demander, c'est automatiquement c'est fait, puis ça vous est donné. Et pour moi, pour le Québec, entre le Québec et la France, les vaccins obligatoires, tout ça, il y a des accords, c'est la même chose, donc j'ai pas eu besoin de faire des vaccins particuliers, juste avec ces vaccins réguliers, elle était en règle pour partir. Donc elle a pris l'avion. Elle est un peu trop grande, un peu trop lourde pour prendre l'avion en cabine, donc elle a été en soute. C'était un moment stressant pour elle comme pour moi, mais au final, ça s'est bien passé. Et ensuite, comment je fais avec mes chiens quand je voyage? Comme je vous disais, moi j'aime emmener mes chiens partout. Donc j'ai une espèce de housse de protection pour mes sièges arrière, un genre de hamac pour chiens à l'arrière de ma voiture qui protège mes sièges, qui protège le cuir qu'il y a sur mes portières, tout ça. Et donc je mets mes chiens dans ma voiture et puis je voyage avec eux comme ça. Ils sont habitués à la voiture depuis qu'ils sont petits, donc ça se passe bien. Je les ai emmenés en road trip une fois pendant une semaine. On est parti, on a loué un van avec une copine et on est parti en road trip en van. On a dormi dans la voiture, tout, ça s'est super bien passé. Le seul truc, c'est que je leur donne pas. Normalement, ils ont à manger une fois le matin, une fois le soir. Et quand je fais des longs trajets dans la journée, je ne leur donne pas à manger le matin et je leur donne toute leur ration le soir. Sinon, je retrouve leur portion de croquettes et de viande sur la banquette arrière de ma voiture parce que ça ne reste pas dans leur estomac, donc je vous déconseille. C'était pas une expérience très agréable. Et quand je voyage et je peux pas emmener mes chiens, je les fais garder, j'essaye au maximum de les faire garder à la maison, chez moi. Donc je demande à des amis de venir habiter chez moi pendant une semaine, le temps que je suis pas là. Ce qui en plus m'arrange parce que j'ai beaucoup de plantes chez moi, donc ça leur permet de garder un œil sur mes plantes, les arroser, tout ça. Et qu'il y ait quelqu'un chez moi, que l'appartement soit pas à l'abandon pendant une semaine, je trouve ça plus rassurant. Et puis surtout, c'est plus facile déjà que les chiens doivent faire sans leurs humains pendant une semaine. C'est plus facile pour eux de rester dans leur environnement. Et je pense notamment à Yona, j'ai un lien hyper fort avec Yona. J'ai un lien très fort avec Oumi aussi, mais c'est plus dans le sens chien vers humain. Yona est très attachée à moi. Oumi est
pas mal aime tout le monde en fait, il est heureux du moment qu'il a l'attention des humains. Yona, quand je suis pas là, elle panique assez facilement, donc si je veux éviter de trop la stresser, c'est plus facile de les faire garder chez moi. Donc soit j'ai des amis dispo, soit je paye des home-sitters. Ça me coûte plus cher, c'est sûr, mais un home-sitter, ici vous pouvez en trouver entre 25 et on va dire $60 la nuit, selon où vous prenez, selon qui vous prenez, selon où vous habitez. Mais c'est des frais que je rajoute à mes frais de voyage quand je sais que je peux pas emmener mes chiens. Puis avec ça, j'achète un peu ma tranquillité. Je sais que mes chiens sont entre de bonnes mains. J'ai la même home-sitter là maintenant que je contacte depuis 2-3 ans dès que je pars en vacances et que je peux pas les emmener. J'ai super confiance en elle. Je sais qu'elle s'occupe bien de chez moi. Elle s'occupe super bien de mes chiens. J'ai des photos, j'ai des nouvelles tous les jours. Donc c'est vraiment la meilleure solution pour moi. La question d'après, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Oui, est-ce que c'est plus dur d'avoir 2 chiens plutôt que d'un ? Ou est-ce qu'au contraire c'est plus facile ? Et est-ce que mes chiens s'entendent bien entre eux ? Comment j'ai fait pour qu'ils s'entendent bien et qu'ils arrivent bien à vivre ensemble ? Alors déjà j'ai pas choisi n'importe quel chien, j'ai observé beaucoup Yona dans les parcs à chiens, dans ses interactions avec les autres chiens, et je savais qu'elle s'entendait mieux avec les mâles et qu'elle s'entendait mieux avec les chiens plus grands qu'elle. Alors me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais c'est comme ça. Et donc c'était mes critères quand j'ai choisi la race du deuxième chien, il fallait que ce soit un chien qui en taille était plus grand qu'elle et un mâle. Et donc est-ce que c'est plus dur ou plus facile ? C'est plus de travail au début parce que forcément il faut faire l'éducation du deuxième chien. Donc je vais pas vous dire que c'est aussi facile que d'en avoir qu'un qui est déjà éduqué, c'est sûr que c'est plus dur. Il faut faire 2 fois plus de balades parce que le petit chien peut pas encore tenir sa vessie aussi longtemps que le chien éduqué. Il faut séparer les promenades parce qu'il faut apprendre individuellement au deuxième chien à marcher en laisse, à marcher au pied. Il faut qu'ils passent chacun du temps séparé. Il faut que le premier chien ait pas l'impression d'être délaissé quand vous introduisez le deuxième chez vous. Donc il faut toujours du temps de qualité seul avec le premier, mais il faut aussi du temps de qualité seul avec le deuxième pour créer un vrai lien avec. Donc c'est beaucoup de boulot au début, c'est beaucoup de temps surtout. Et ça coûte cher avec tous les vaccins en plus qu'il y a à faire au début de la vie d'un chiot. Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Déjà, j'ai trouvé que l'éducation d'un deuxième chien était beaucoup plus simple à faire que l'éducation du premier, si le premier chien est déjà bien éduqué, bien dans ses pattes et bien chez vous, quoi. Vu que les chiens font du mimétisme entre eux, si vous avez un premier chien qui fait des bêtises et que le deuxième s'y met, ça peut vite devenir très compliqué. Et sinon, l'éducation d'Oumi s'est faite beaucoup plus rapidement que celle de Yona parce qu'il avait un bon exemple et ils dépensent leur énergie entre eux. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que ils ont quelqu'un qui joue avec eux comme ils aiment jouer. Et ils sont beaucoup moins demandants en jeu et en attention envers les humains parce que moi je sais que Yona avant je jouais avec elle beaucoup, mais des fois je sentais qu'elle voulait jouer avec moi comme avec un chien. C'était pas juste, je pouvais pas juste lui lancer le jouet et des fois je pouvais juste lui lancer le jouet, elle le ramenait et puis on jouait à ça pendant une demi-heure, mais des fois elle avait vraiment envie que je lui cours après, de sauter partout, et je sentais qu'elle avait vraiment besoin de jouer avec un autre chien. C'est une des choses qui m'a motivée à adopter un deuxième chien aussi. Mais là maintenant elle a ça et c'est génial de voir l'équilibre entre 2 chiens, de les voir interagir entre eux et de voir qu'ils dépensent leur énergie entre eux et que ça les aide à être vachement plus dépendants des humains. Ensuite le risque c'est de créer des chiens qui sont un peu interdépendants entre eux. Et j'ai pas de soucis pour Yona parce qu'elle a vécu beaucoup toute seule, donc je sais qu'elle est toujours capable d'être toute seule. Mais le défi là surtout c'est d'apprendre à Oumi à être tout seul sans Yona. Ça c'est plus compliqué. Le deuxième chien, vous l'accueillez chez vous, vous avez déjà un chien et c'est important de lui faire passer du temps tout seul sans votre chien adulte pour qu'il s'habitue à être seul. La question d'après c'est comment je m'organise au niveau des promenades et est-ce que c'est pas trop contraignant ? Décidément vous avez peur de sortir de chez vous ? Non, je comprends, surtout ici quand il fait -20 une partie de l'hiver,
C'est une question que c'est vraiment bien de se poser. Est-ce qu'on est prêt à aller dehors par -20 l'hiver pour promener son chien parce que lui, il pourra pas se passer de sa promenade et de son moment à l'extérieur de la journée? Moi, je trouve ça... j'aime prendre l'air et promener mes chiens, donc je trouve pas ça trop contraignant, sauf quand les conditions météorologiques sont extrêmes. C'est les seuls moments où c'est un peu plus compliqué de se motiver, mais sinon j'aime aller dehors. C'est vraiment mes moments de détente, de comme prendre les laisses, sortir les chiens et marcher un peu dans les rues, dans les parcs, dans la nature autour de chez moi avec mes chiens. Donc je trouve pas ça contraignant. Et comment je m'organise? Je vais pas vous détailler comment je m'organisais quand Omi était petit, parce que le moment où le chien apprend à être propre et qu'il faut le sortir toutes les heures, forcément on est un peu esclave de son chien, à l'écoute de ses besoins et à vérifier des canifs par terre pour courir dehors, pour lui apprendre à faire pipi dehors. Mais maintenant, avec 2 chiens propres, je les promène. Une petite promenade, la promenade la plus courte de la journée, le matin en me levant, pour qu'ils fassent juste leurs besoins. Ensuite, je rentre, je leur donne à manger, puis je me prépare et je travaille. Comme je suis en télétravail, je travaille de la maison, donc c'est plus simple pour ça aussi. Et je refais ma pause de midi. Quand j'arrête de bosser le midi, juste avant de manger, je les ressors pour un pipi. Ça, c'est vraiment le pipi de confort, c'est pas un pipi obligatoire, mais ça me permet moi de couper un peu avec le boulot et juste de prendre 3 minutes de bouffée d'air frais. Donc là juste je les sors sans laisse, 3 minutes détachées, je les lâche dans le carré d'herbe en bas de chez moi, ils font leurs besoins, ils remontent. Ensuite je fais une plus grosse balade le soir après le boulot, donc direct quand j'arrête de bosser, vers on va dire quelque part entre 16h et 18h selon la dose de boulot que j'ai eu dans la journée. Là je vais les promener plus longtemps. Et donc ouais, voilà, mes 2 promenades du soir, c'est une après bosser et une avant de me coucher. Et selon mes envies, le niveau d'énergie des chiens qui varie aussi selon les jours, selon la météo, je vais soit juste marcher dans les rues, soit aller les lâcher dans un parc, soit aller marcher au bord de l'eau, soit les emmener au parc à chiens. Aussi des fois j'adapte vraiment selon ce que j'ai envie de faire, selon le niveau d'énergie que eux ils ont. Question d'après, est-ce que j'ai beaucoup de poils dans mon appartement à cause des chiens? Est-ce que vous vous attendez sérieusement à une autre réponse que oui? J'ai un samoyède. Regardez-moi ce gros bébé là. Vous pensez sérieusement que ça perd pas de poils? Ça perd beaucoup de poils. Ça perd vraiment beaucoup de poils et ça demande beaucoup d'entretien, n'est-ce pas? Et oui, il y a beaucoup de poils dans mon appartement. Et quand c'était que Yona, c'était surtout aux périodes de mue. Et fais attention à ma caméra. Fais attention à ma caméra. Et oui, c'est là avec Oumi, il perd énormément de poils. Il faut que je le brosse 1 à 2 fois par semaine minimum pour qu'il évite de perdre trop de poils dans la maison. Mais même avec ça, en période de mue, c'est horrible, il faut passer l'aspirateur tous les jours. Heureusement que ça dure juste 2-3 semaines et qu'il n'y en a que 2 par an. Mais sinon ouais, ça m'oblige à faire le ménage un peu plus souvent. C'est sûr qu'il y a plus de poils, c'est sûr que les poils blancs sur mon canapé qui, comme vous voyez, est gris foncé, un gris anthracite, ça va se voir quand je veux que le canapé, que l'appartement ait l'air propre. Ça me prend un bon gros ménage. Les poils de samoyède en plus, c'est des poils, le sous-poil qui se décroche pendant la mue, c'est très fin, très léger. Ça reste pas juste par terre, ça s'envole, ça se met absolument partout. La question d'après, c'est comment je me débrouille quand je dois laisser mes chiens tout seuls chez moi. Alors, je les laisse tout seuls dans le salon, en fermant toutes les autres pièces. Le salon, c'est la pièce où ils sont le plus souvent, c'est la pièce à laquelle ils sont la plus habitués, c'est là qu'il y a leur gamelle d'eau, c'est là qu'il y a leurs 2 paniers. C'est là qu'il y a la baie vitrée qui laisse entrer le plus de lumière, donc quand je les laisse en journée, c'est là qu'ils peuvent avoir un peu de soleil, de lumière du jour, plus que dans les chambres, même si je vous rassure, mes chambres ont des fenêtres aussi. Mais non, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, comment je leur ai appris à rester tout seul, si c'est plus ça la question,
Ça dépend des chiens. Il y en a, ce qui a marché, c'est de mettre une caméra. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Pour les caméras qu'on a à la maison, c'est des petites caméras Wyze et c'est beaucoup moins cher que tous les furbos et trucs spécialisés. Ça marche tout aussi bien, vous n'avez pas besoin de payer si cher pour une caméra, à mon sens. Mais la seule différence, c'est que ça va pas lancer de croquettes à vos animaux. Ça va juste filmer puis faire micro. Mais oui, c'est des petites caméras où quand je voyais que Yona, ça m'a beaucoup aidé dès que je voyais qu'elle commençait à paniquer, à pleurer un peu, à tourner en rond, à aller chercher des bêtises à faire, entre guillemets. Je lui parlais, je la rassurais dans la caméra et dès qu'elle entendait ma voix, c'était automatique, elle retournait se coucher quelque part. Ça la rassurait immédiatement. Avec Oumi, son éducation là-dessus est pas toujours 100% terminée, donc je pourrais pas trop vous dire. La caméra, ça a moins bien marché parce que j'ai l'impression, je sais pas s'il m'entend pas quand je lui parle dans le micro ou s'il reconnaît pas que c'est ma voix, mais il y réagit pas tant que ça. Mais il a eu des périodes où il était 100% calme quand on partait de la maison. Et là, en ce moment, il fait un peu sa petite crise d'ado, entre guillemets. Ça lui est arrivé de redétruire des choses. Ensuite, il a jamais fait, contrairement à Yona qui, quand elle stresse, fait tout le temps ses besoins à l'intérieur. Heureusement que ça n'arrive plus. Oumi n'a jamais fait ses besoins à l'intérieur parce qu'il stressait. Lui, c'est plus s'il va aller mordiller des trucs qu'il n'a pas le droit de mordiller. Donc, mon conseil, c'est vraiment de laisser des jouets que le chien adore mais que vous lui laissez pas en libre service tout le temps, que vous lui donnez que quand vous n'êtes pas là. Donc laissez des jouets qui sont exprès des jouets quand vous partez à disposition du chien pour l'occuper, des congues, des jouets dans lesquels on peut coincer de la nourriture pour associer le départ à quelque chose de positif. Et puis nous là, ce qui nous aide beaucoup avec Oumi, c'est de faire des faux départs pour qu'il dédramatise le moment du départ au fur et à mesure de la journée. C'est à des moments random dans la journée, on va aller toucher nos clés, toucher nos manteaux, ouvrir la porte et la refermer, sortir, aller prendre le courrier puis rentrer direct derrière, prendre la laisse, la reposer, vraiment faire des bruits qui correspondent aux bruits qu'il entend normalement au moment des départs ou au moment des promenades, mais derrière il se passe rien. Comme ça il arrête de stresser dès qu'il entend ces bruits là et ça fait que il va moins comprendre notre rituel de départ, il va moins dramatiser le départ. Il est en train de faire bouger ma caméra. Oumi, stop, s'il te plaît. Et ça aide à ce que le chien reste plus calme et tranquille à la maison. La dernière question, c'est comment j'ai fait leur éducation. Est-ce que c'était pas trop difficile? Ça, c'est une grosse question, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, ça mériterait une vidéo complète, mais je suis vraiment pas une experte en éducation canine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai utilisé un maximum l'éducation positive, donc ça veut dire ne pas punir ou presque jamais, et utiliser la récompense au maximum en fait. C'est quand le chien fait quelque chose que vous voulez qu'il fasse, comme quand il est petit, ses besoins à l'extérieur, ou marcher bien au pied quand il est en laisse, vous récompensez. Donc selon ce que votre chien préfère, ça peut être des câlins, la voix, des friandises ou des jouets. Il y a des chiens qui adorent le jouet comme récompense. Et quand le chien a un comportement qu'il ne devrait pas avoir, vous lui suggérez un comportement de remplacement et vous récompensez quand il a ce comportement de remplacement. Par exemple, quand le chien va mâchouiller un objet qu'il n'a pas le droit de mâchouiller quand il est petit, vous lui dites non. Bon, il y en a qui disent qu'en éducation positive, on ne doit pas dire non. On ne doit pas utiliser de mots négatifs carrément, pas de mots pour interdire, mais moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir un mot qui me permet, si je vois un comportement dangereux pour mon chien, de le stopper à distance immédiatement, donc ils connaissent le non et le stop. Et donc ouais, de stopper le comportement négatif, donc le mâchouillement de l'objet qu'il n'a pas le droit de mâchouiller, et de lui donner immédiatement un jouet à lui pour lui dire bah, tu n'as pas le droit de manger ça, mais tu as le droit de manger ça, de jouer avec ça, de mâchouiller ça. Et une fois qu'il mâchouille le jouet qu'il a le droit de mâchouiller, vous récompensez. C'est comme ça que j'ai essayé de procéder au maximum. Ensuite, je ne vais pas vous dire que j'ai toujours fonctionné comme ça, ce serait un peu mentir, parce que quand j'ai eu Yona, je connaissais vraiment rien en éducation canine, et je connaissais ce que j'avais vu autour de moi, c'est-à-dire une éducation
pas violente, je tapais pas mon chien, loin de là, mais un peu plus basée sur l'engueulade et la punition, mais la punition passait pas par de la violence, c'était plus comme par, c'est ça, gronder le chien et puis l'isoler dans un endroit. Et pour avoir testé les deux, pour avoir beaucoup appris quand j'ai vu que ça marchait pas avec Yona, de lui crier dessus, en lisant, en regardant sur des blogs, en parlant à des professionnels, je peux vous promettre que l'éducation positive marche bien mieux que n'importe quoi. Bon, je pense que j'ai répondu à tout. Je tiens à m'excuser pour les petits zigzags de regard parce que c'est la première vidéo que je filme de ma vie et que c'est super dur de pas regarder le retour caméra, donc je pense que je l'ai beaucoup regardé, que j'ai beaucoup fait d'aller-retour entre le retour et l'objectif, mais je vous promets, je vais faire mon possible pour m'améliorer. Et j'espère que ça aura répondu aux questions que vous vous posez si jamais vous pensez à adopter un chien, que vous êtes encore étudiant, que vous vivez en appartement, que vous n'êtes pas sûr d'avoir le temps ou l'argent ou les ressources nécessaires pour bien vous en occuper. Moi je vous dis, les clés c'est de bien se renseigner, d'être sûr qu'on est prêt, de bien penser à toutes les éventualités et de très bien choisir sa race surtout. Parce que c'est bien beau les races qui nous plaisent esthétiquement, mais c'est pas forcément les plus adaptés à notre mode de vie. Et le but est pas de rendre un chien et son maître malheureux, le but est d'avoir une relation enrichissante avec son chien, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner sur Instagram. Putain, c'est la première fois que je dis ça, ça fait trop bizarre. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.